Bonjour à tous, je suis Laurence Gounel, journaliste, et avec Bonne Gueule, le média de mode masculine, nous recevons chaque vendredi et pendant tout l'été un invité pour parler de sa vision des vacances en France. Attention, ce podcast n'est pas un guide de voyage, plutôt une carte postale autour d'adresses perso et de souvenirs de vacances. Justement, j'admirais la mer. Ces rochers, ces petites voiles blanches, tout ça, c'est vraiment joli. Bonjour, les vacances. J'avais besoin de recharger un peu la batterie, quoi. Parce que... Vous amenez le soleil? Vous avez le soleil. Ah, on est ici pour profiter de la nature. D'accord? Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. Ça fait du bien un peu de calme, non? Pour ce nouvel épisode, je reçois Jean-Bernard Carillet, grand reporter voyage et auteur de près de 150 éditions du Lonely Planet. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour. Alors en 20 ans, tu as traversé plus de 120 pays et tu t'es fait une spécialité de couvrir les territoires les plus reculés, comme le Somaliland, la Papouasie ou les îles Salomon. Mais c'est en France que tu passes tes vacances et tu viens de publier, toujours chez Lonely, 1000 idées de vacances en France avec plein d'itinéraires et de propositions nature pour sortir des sentiers battus. Tu es aussi passionné de plongée et tu vas d'ailleurs partager avec nous tes meilleurs spots entre la Méditerranée et la Bretagne. C'est pour tout cela et ta sensibilité de grand voyageur que je voulais avoir ton regard sur notre beau territoire. Allez, on est parti. Je vous laisse mon portable. Passez-moi un petit coup de fil en arrivant. Hein? Vous êtes mignons. Comment as-tu réagi quand tu as compris qu'on allait rester en France cet été, Jean-Bernard ? Bizarrement, même si je voyage énormément à l'étranger, dans des pays très exotiques et très dépaysants, j'ai pas si mal réagi que ça. Je crois que ça m'a fait un vrai répit de rester un petit peu chez moi, de redécouvrir presque mon quartier à la rigueur, et puis de reconnecter aussi avec ma famille, avec mes proches. Je suis resté confiné avec ma fille et finalement, ma fille qui a 25 ans, ça faisait 25 ans que je n'avais pas eu cette proximité avec elle. Donc on a redécouvert la vraie vie de famille, voilà, c'était une forme de voyage aussi. Qu'est-ce qui te plaît dans les vacances en France ? Ce qui me plaît en France, c'est l'énorme mosaïque de paysages, d'ambiance, de sons, de culture, d'odeurs, de domaines maritimes, de domaines de montagne. J'ai jamais retrouvé autant de diversité ailleurs qu'en France. Et c'est vrai que j'avais tendance à me dire, la France, je la visiterai peut-être un peu plus tard. Toute cette mosaïque de paysages, je la visiterai peut-être plus tard. Mais là, je me dis que c'est devenu une priorité de redécouvrir notre propre pays. Et j'ai vraiment envie de redécouvrir tous des micro-territoires, des micro-régions, en fait. Pas simplement des régions touristiques, mais des régions un petit peu plus reculées, les arrière-pays, comme on dit. Parce que je trouve que c'est là qu'on trouve des vraies pépites. Il y a des trésors en France et dans ces régions qu'on connaît pas toujours, et les régions rurales en particulier vont vraiment prendre le dessus, je pense, cet été, parce qu'il y a des vrais trésors. Justement, j'allais te demander qu'est-ce que tes longs voyages t'ont appris sur ta façon de voyager en France ? Quel regard tu poses ? Le regard que je pose, c'est que j'ai pris d'autant plus conscience de la valeur de ce pays. C'est pas simplement, alors c'est le premier pays touristique au monde, mais peut-être que j'avais un petit peu oublié ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est le confinement, entre autres, ouais, tout à fait. Et puis le fait de me dire que finalement la France c'est peut-être le pays plus exotique au monde. Au fond, c'est peut-être le pays plus exotique par sa diversité, par sa culture. C'est vrai que j'ai toujours été fasciné de ça. Par exemple, en France, on fait 20 kilomètres dans une région, quelle qu'elle soit. Prenez n'importe quelle région, on fait 20 kilomètres, on passe d'une ambiance à une autre. On passe d'un territoire à un autre, d'une histoire à une autre, d'un paysage à un autre. Aux États-Unis, en 20 kilomètres, on change pas d'univers. Il faut en faire 200 ou 2000. En Australie, c'est pareil, c'est un pays extrême. L'Australie, c'est fabuleux, des paysages de dingue, mais faut faire 500 ou 1000 kilomètres avant de changer vraiment d'ambiance, de climat, etc. En France, vous faites 20 kilomètres et vous basculez dans un autre univers. Et ça, c'est unique à la France. On a des cultures très fortes. Des cultures très fortes et des paysages aussi. D'où même, par exemple, je prends l'exemple de la Bourgogne, les grands crus de Bourgogne, la route de Bourgogne. Pourquoi il y a justement aussi cette richesse au niveau des vins ? Parce que à 200 mètres près, le sol n'est déjà plus le même et le microclimat n'est plus le même, ce qui donne des vins qui sont même différents parce que l'orientation du terrain et le climat n'est même plus le même à 200 mètres près. C'est quand même exceptionnel. Je suis bien d'accord avec toi. Quel est ton meilleur souvenir de vacances en France ?
Alors les meilleurs souvenirs de vacances, je dirais que c'est ceux que j'ai passés avec ma famille, parce que c'est une valeur sûre, et les souvenirs que j'ai passés, c'était avec ma fille. Solitaire qui parle. Oui, le grand voyage solitaire avec sa fille. Voilà, le rapport père-fille en voyage, c'est aussi quelque chose qui m'apporte énormément. Ça me transcende. Ça me permet aussi de reconnecter avec ce lien très fort avec ma fille. Et on est allé avec elle en Lozère, par exemple. Voilà, à Saint-Chély-d'Apcher, dans ce coin-là. Et j'ai adoré ce coin avec elle. On vient dans un gîte, tout simplement. Un gîte, un petit village de vacances avec un gîte. Et puis ma fille avait à l'époque appris à nager, donc elle était avec le maître nageur. Moi, je la regardais apprendre ses premiers mouvements dans le bassin. C'est des choses toutes simples finalement. Marqué, pourquoi? Parce que il y avait ce côté simplicité, tranquillité, calme. Et puis le fait de prendre son temps, d'être à la terrasse du gîte tout simplement, et puis que j'ai retrouvé ce calme aussi, mais toujours dans le cadre familial. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Et avec ma fille, je prends le temps de donner justement un sens à tout ça. Avec ma fille, voilà, le temps se ralentit. Et quels voyageurs vous êtes tous les deux maintenant qu'elle est grande? Alors, on est des voyageurs curieux, on reste curieux tous les deux, et puis alors ça peut être, on fait des voyages en France, j'espère que le prochain aura lieu cet été, et l'année dernière on a fait 3 voyages pendant l'été, tous les deux. On est allé en Biélorussie, tous les deux, et ensuite on est allé dans le Cézallier et dans le Couserans. Voilà, donc ça a été 3 expériences très complémentaires, mais toujours en mode tranquille. Pour ceux qui ne connaissent pas, en Auvergne. Le Cézallier en Auvergne, c'est le territoire de l'écrivain Coulon, Cécile Coulon, bien sûr, et c'est un endroit. J'adore Cécile Coulon, et elle parle d'ailleurs très bien du Cézallier aussi. Voilà. Et le Couserans, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont dans les Pyrénées. Alors le Couserans, c'est une région dans les Pyrénées ariégeoises en fait. Et alors c'est pas les plus hauts sommets des Pyrénées, c'est juste entre la plaine et les hauts sommets. C'est cette espèce de région pas très connue justement, mais qui a beaucoup de caractère. Il y a des vallées très encaissées, très profondes. Et puis il y a une ambiance aussi dans le Couserans. C'est ça que j'aime bien. Alors il y a des gens qui sont pas de la région qui se sont installés, qui apportent aussi une forme de dynamique. Il y a des familles qui viennent de grandes villes, qui est un peu lassé de tout ça, qui se sont installés dans le Couserans. Il y a beaucoup de produits bio, de produits terroirs. Il y a une ambiance qui est vraiment très en connexion avec la nature, et on le ressent vraiment. Et moi j'ai adoré visiter ces coins. Et puis en plus en voiture, quand on veut faire un petit périple routier, il y a vraiment des beaux itinéraires. C'est des routes en lacets. Il n'y a pas de route nationale, c'est que des routes secondaires. C'est pas de la très haute montagne. On est à peu près entre 1500 et 2000 mètres d'altitude. Et on croise pas grand monde aussi, c'est ça qui est génial. Je voulais revenir sur les vacances avec ta fille. Quelle philosophie du voyage t'aimerais lui transmettre justement de prendre son temps, de lever le pied, de pas consommer le voyage. Voilà, parce que j'ai l'impression que depuis quelques années, quand même, le voyage est devenu un produit de consommation comme un autre. Surtout pour cette génération-là, les jeunes. Moi, c'est vrai que à l'époque, je vais pas faire un discours un peu rétro, mais à l'époque, c'est vrai que le voyage n'était pas un dû, c'était une récompense, c'était une démarche, c'était un désir, c'était un rêve, c'était une projection. On y pensait toute l'année. Ça se travaillait en amont. On regardait des cartes, on achetait un atlas. On lisait des ouvrages qui parlaient de la destination. Enfin, il y avait un désir. Le voyage démarrait largement avant. Donc il y avait un désir. Aujourd'hui, c'est plus un désir, c'est un coup de clic. Et j'ai presque dire qu'on peut acheter un voyage aujourd'hui sur Internet, comme on se déciderait pour aller acheter un morceau de musique. Voilà, donc c'est devenu un produit trop banal dans certains cas, et je trouve que ça a un peu tué cette espèce de démarche qu'il y a. Voilà, donc ma fille, j'essaie de lui retransmettre ce goût du voyage, de désir de voyage, que c'est pas quelque chose, c'est pas un dû, c'est une récompense quelque part. Et justement, à quoi ressemblent tes vacances aujourd'hui alors mes vacances, elles sont de plus en plus recentrées sur la France justement. Donc c'est vrai que ce confinement m'a permis aussi de porter plus d'attention à mon propre pays. Donc elles sont de plus en plus recentrées, elles sont de plus en plus calmes, de plus en plus tranquilles. Donc je fais pas non plus une accumulation de kilomètres. Bon, il y a un peu l'âge aussi, hein, bien sûr. Mais je cherche pas à accumuler des kilomètres, ça c'est sûr. Je cherche plutôt à accumuler, si je dois accumuler, des ressentis. Voilà, c'est beaucoup plus subtil que des kilomètres. Ça peut être des rencontres aussi, aller voir un producteur, acheter un petit fromage chez un producteur du coin, le déguster sur une petite table de pique-nique dans un endroit un peu reculé.
Et je suis de plus en plus à la recherche de lieux. Alors c'est pas lié au confinement, mais ça peut être un déclencheur aussi, le confinement, de lieux vraiment une espèce de campagne, de ruralité, de tranquillité. Voilà, pour simplicité, retour aux sources. Ouais. Retour à l'essentiel, déconnexion et le côté un petit peu intimiste des paysages. Voilà. Alors en France, on n'en manque pas, c'est ça qui est bien. Et c'est beaucoup plus vers ça que je vais maintenant. Tu pars où cet été ? Cet été, j'ai en projet d'aller justement dans une région qui pourrait me donner cette connexion avec la nature. C'est le plateau des 1000 étangs. Alors c'est pas connu du tout, c'est la Haute-Saône, c'est un des départements les moins touristiques de France. C'est en Franche-Comté, sud des Vosges. Faut le savoir. Donc là, je suis dans cette démarche de désir, de préparation. J'ai regardé sur des cartes. Oui, une carte. J'ai des cartes. Alors que ce soit les cartes sur Internet ou les cartes IGN physiques, je regarde des cartes parce que moi j'ai besoin de me projeter sur une carte. Et je commence un petit peu à regarder cette région-là. J'essaie d'imaginer, de me projeter dans quel village je vais trouver un gîte, quelle balade, quelle randonnée pédestre je vais pouvoir faire, quels sont les produits locaux que je vais pouvoir déguster. Donc tu balises tout ? C'est pas balisé, c'est une ambiance. Je me crée un film, et alors pas forcément minutieusement, mais je veux quand même savoir ce que je peux faire et à quel type d'expérience je vais pouvoir je me projette, mais sans non plus que tout soit balisé. J'ai pas un tableau Excel dans ma tête en disant tel jour je vais aller là, tel jour je vais aller là. Ça reste quand même, il y a de la spontanéité, mais je rêve en fait. Il y a du désir et j'ai envie d'aller dans ce plateau des 1000 étangs qui est en fait pas très connu et alors justement plateau des 1000 étangs, ça se trouve dans le sud du massif des Vosges, mais c'est sur le département de la Haute-Saône, donc c'est en Franche-Comté. Géographiquement c'est en Franche-Comté, mais au niveau ça se situe vraiment tout en bas des Vosges. Et c'est un plateau qui se trouve à peu près à 600 mètres d'altitude, très verdoyant, et c'est une marqueterie d'ambiance. Il y a des tourbières, il y a des landes, il y a des prairies, il y a des petits étangs. En plateau des 1000 étangs, il n'y en a pas forcément 1000, mais il y en a beaucoup. Et certains ont été artificiels, ça a été fait par des moines qui voulaient un petit peu aménager le paysage pour en faire la pisciculture à l'époque. Et donc ça donne une ambiance à la fois très rurale, très campagne, et puis on l'appelle la petite Finlande. Voilà, et il y a un côté nordique en fait dans ce paysage-là. Donc ce côté nordique procure effectivement un dépaysement maximal. Et puis il y a des balades nature pour tous les niveaux. Donc on peut aller se balader 2 km, 3 km avec des sentiers un petit peu explicatifs pour découvrir aussi toute cette faune, cette flore. Oui, fan de rando bien sûr, et ça s'y prête très bien parce qu'il y a plein de sentiers aménagés. Puis en plus j'ai vu il y a aussi pas mal d'endroits de pique-nique. Moi j'aime bien les pique-niques de plus en plus. C'est quelque chose de merveilleux. De pique-niquer face à un étang, plateau des 1000 étangs, ça risque d'être un grand moment de mes vacances cet été. Ouais. Quels sont les autres coins que tu aimes en France ? J'imagine que tu en as fait pas mal avec le Lonely. Ben oui, j'en ai fait beaucoup, mais bien sûr, j'en pince pour ma région d'origine, c'est la Lorraine, qui est injustement pas assez connue, et alors, je suis un militant, voilà. Mais je reste un militant engagé de ma région, pas simplement parce que j'y suis né, mais parce que je trouve qu'elle mérite. Elle a pas l'habitude, c'est une région qui n'a pas l'habitude de se mettre en avant parce qu'elle n'est pas installée dans le système touristique. Elle a un patrimoine extraordinaire à travers déjà ces deux grandes villes, les deux métropoles lorraines, qui sont Metz et Nancy, sont deux villes d'art et d'histoire. Metz fête cette année les 800 ans de sa cathédrale, la cathédrale Saint-Étienne. Faut vraiment y aller à Metz parce qu'il y a deux ambiances qui sont magiques dans cette ville. En fait, Metz a l'avantage d'être une ville qui a un côté à la fois méditerranéen et germanique. Ça peut paraître surprenant, mais la pierre de Jaumont à Metz, c'est la pierre qui donne une couleur dorée, une couleur Mirabelle. Donc il y a tout un quartier de Metz qui est fait avec ce calcaire, qui est extrait d'une carrière qui se trouve une quinzaine de kilomètres de Metz. Donc la pierre a une couleur dorée. Donc ça donne un côté très très lumineux, très méditerranéen. Et à côté de ça, on a le quartier impérial de Metz, le quartier de la Gare, qui est fait avec du grès des Vosges. Donc là, c'est une couleur beaucoup plus rose sombre, ça donne un côté un peu plus dense, un peu plus trapu, un peu plus massif. Donc l'alternance entre ces deux couleurs à Metz donne un cachet absolument exceptionnel à cette ville. Et puis il y a bien sûr donc la fameuse cathédrale de Metz, et il y a aussi beaucoup d'espaces verts. Il y a un plan d'eau, la Moselle qui coule qui passe à travers la ville de Metz. Donc il y a vraiment une très très belle ambiance dans cette ville de Metz, qui est une ville aussi qui a plus de 2000 ans d'histoire. Donc il y a beaucoup d'ambiance, le côté médiéval, le côté plus classique. Donc franchement, Metz, c'est une ville qui a visage humain et qui mérite vraiment un grand week-end, un week-end prolongé. Si on veut partir 2 jours, justement, t'as un itinéraire idéal, peut-être en Lorraine ou pas ? Je pense qu'on peut arriver à Metz. On peut passer une bonne journée à Metz, tout à fait. Après, Nancy, c'est plus ou moins la ville rivale, mais c'est la ville du sud de la Lorraine, c'est à 50 km, donc on y est très facilement. On peut passer une autre journée à Nancy, pareil, pour voir la place Stanislas. Si on veut sortir un peu des villes, j'imagine que...
Alors là justement, si on veut sortir des villes, je conseille d'aller dans les Vosges du Nord. Alors c'est les Vosges du Nord, c'est la partie mosellane des Vosges, tout au nord des Vosges cette fois-ci, frontalier avec l'Allemagne. Personne ne va là-bas, donc c'est absolument merveilleux. Donc vous serez tranquille pour avoir des paysages, des forêts profondes. Alors c'est pas de la haute montagne, on est à une espèce de colline très verdoyante avec à la fois des feuillus et des conifères. On est à peu près entre 300 et 500 mètres d'altitude. On est aux confins de l'Alsace, de la Lorraine et de l'Allemagne. Voilà, donc il y a pas grand monde en plus. Et si vous aimez le patrimoine, dans cette région des Vosges du Nord, il y a la citadelle de Bitche, qui a été faite par Vauban. C'est une très très belle citadelle, très impressionnante. Donc ça, c'est pour les amateurs de patrimoine. Et tout autour, il y a dans ces collines de ces Vosges du Nord, il y a d'anciens châteaux, des châteaux que les seigneurs à l'époque avaient entretenus. Et ces châteaux sont construits sur les pitons gréseux. Donc c'est un côté très romantique. C'est un peu les contes de Grimm, si vous voulez. On a l'impression d'être dans un conte germanique d'il y a quelques siècles. Et certains châteaux sont en ruine. Ça donne encore plus le côté dépaysement. Voilà. Et tout ça, il y a des sentiers balisés qui sont aménagés dans ces Vosges du Nord, qui permettent d'aller d'un point à un autre en fonction de son niveau. Et puis donc il y a ces châteaux, il y a ces collines, il y a ces forêts profondes, et puis il y a des étangs, des petits lacs. Donc ça donne un petit côté un peu canadien à cette ambiance-là. Donc vraiment, si on veut passer un week-end en Lorraine, surtout aller du côté des Vosges du Nord, qui sont plus sauvages que les Vosges classiques du côté de Gérardmer, etc., qui sont plus connus. Mais si on veut vraiment un itinéraire hors des sentiers battus, les Vosges du Nord restent vraiment pour moi une valeur sûre. Tu nous as convaincus. Les plus beaux sites de France à tes yeux, justement, je voulais... Alors, il y en a beaucoup. Donc les pitons gréseux, les Vosges du Nord. Alors il y a les Vosges du Nord, bien sûr. J'aime beaucoup les calanques à Marseille. Moi, je trouve ça exceptionnel d'avoir aux portes d'une métropole comme ça, un grand classique. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, c'est classé parc national maintenant, mais en termes d'ambiance, c'est unique au monde d'avoir ces falaises. On marche au bord des falaises quand même. Il y en a 400 mètres de vide et ça plonge dans la Grande Bleue. Avec en plus au large, on voit l'archipel du Frioul. Enfin. Et les calanques du Var qui sont peut-être où il y a un petit peu moins de monde, qui sont toutes aussi belles. Ou alors celles de la Côte Bleue. Côté Côte Bleue aussi, donc c'est vrai que les deux sont vraiment vraiment bien. Moi j'aime beaucoup cette ambiance-là. Alors faut pas y aller en saison, il faut y aller au mois de mai, juin ou alors septembre-octobre. Voilà, moi je dirais que ce sont les deux bonnes saisons. J'aime beaucoup un département pour lequel j'ai écrit un guide qui s'appelle le Tarn. C'est un département qui est montant. Et c'est un département dans lequel il y a des lieux très secrets comme le Sidobre par exemple. C'est une région qu'on connaît pas beaucoup. En fait, c'est une partie semi-montagneuse dans le département du Tarn, avec des grosses formations rocheuses. On a l'impression que c'est des espèces de bilboquets, de grosses pierres au milieu de la forêt. Et cette région-là, elle est pareil, elle est pas connue. Il y a des beaux sentiers de randonnée et fort caractère aussi dans cette région parce je crois qu'on travaillait des carrières. En fait, c'était d'anciennes carrières. On travaillait la pierre. Donc il y a aussi toute cette culture aussi un petit peu de minière qui est restée et qui a encore imprègne à la fois les paysages et les mentalités. On peut conseiller aussi les gorges du Vior. Les gorges du Vior qui fait tout au nord du département du Tarn. Alors même les Tarnais ne les connaissent pas. Moi on m'a mis dans la confidence, j'y suis allé. Mais alors là il y a vraiment personne. C'est vraiment impressionnant. On a l'impression d'être dans un endroit, une espèce de tableau d'un peintre hollandais. Puis c'est une espèce de brume des fois qu'en automne. Mais j'étais allé à l'automne, donc c'est vraiment une belle ambiance parce que le Vior, donc c'est cette rivière qui coule. C'est assez encaissé justement. Et quand on y va à l'automne, c'est très verdoyant, donc on a un peu des espèces de couleurs d'été indien. Donc on a un paysage qui est très sauvage et il y a quelques petits villages qui sont accrochés au-dessus du Vior. Donc là, en termes de dépaysement, en plus c'est pas facile pour y accéder parce qu'il n'y a pas beaucoup de routes, il n'y a pas de nationale. Faut vraiment connaître le chemin, il faut aller avec son GPS et on s'y perd assez facilement et c'est un vrai bonheur de s'y perdre d'ailleurs. D'autres sites qui te semblent qu'il faut avoir vu une fois dans sa vie? Moi j'aime beaucoup le Césalier. Dans le Césalier, voilà, le Césalier, ça reste pareil, c'est pas très très connu, c'est l'écrivain Cécile Coulon qui en parle très bien. Voilà, c'est des steppes, paysages de steppes mongoles. Alors c'est aux confins. Entre l'Écosse et la Mongolie. C'est un petit peu tout, parce qu'il y a des lacs là aussi. J'aime bien quand il y a des points d'eau, et c'est aux confins du Cantal et du Puy-de-Dôme. Donc il y a ce qui est génial, c'est qu'en fait c'est des espèces de steppes, donc ça fait des ondulations comme ça pelées,
Et à l'arrière, on voit le massif de Sancy et les monts du Cantal. Donc on a deux au sud et au nord, on a deux. C'est encadré, c'est un plateau de type steppe mongole, encadré par des chaînes montagneuses. Donc ça va de tous les côtés où on regarde, on en prend plein la vue. C'est vraiment spectaculaire ce paysage-là. Il y a quelques petits gîtes, des chambres d'hôtes, c'est pas très peuplé, donc on peut faire des super balades sans croiser âme qui vive. Tu m'avais parlé, je crois, de la presqu'île de Crozon une fois. Oui, parce que la presqu'île de Crozon, ce qui est génial dans cette presqu'île, c'est qu'en fait, on ne le sait pas trop, mais les plus belles plages de France, à mon avis, elles sont par là. Hein. Exactement. Ouais. Alors, les plages ont la beauté du diable. Elles sont assez dangereuses parce qu'on peut pas trop s'y baigner. Il y a beaucoup de courants. C'est bien pour les surfeurs, ou c'est bien pour le farniente, ou c'est bien faire un jogging, ou simplement marcher le long de ces plages. Elles sont immenses, elles sont belles. Il y a des sentiers littoraux qui permettent d'avoir des points de vue incomparables. Et si on y va à la bonne saison, il y a aussi plein de fleurs. Les plages, on se croirait dans le Var. Et les plages, voilà, on se croirait dans le Var. Voilà, tout à fait. Donc c'est une belle couleur de sable et c'est vraiment impressionnant. Donc en termes de plage, moi, les presqu'îles de Crozon restent pour moi un incontournable. Ouais. 3 adresses que tu as envie de partager avec nous. Alors je dirais... On parle beaucoup de sites. Alors, il y a une adresse que j'aime bien. Je reviens un petit peu côté Moselle-Vosges. Il y a une adresse que j'aime beaucoup qui s'appelle le Hameau d'Essence, qui a été inaugurée en 2019, donc c'est très récent. C'est une adresse qui est intéressante pour les gens qui ont une sensibilité écologique, parce que c'est des chalets en fait. Des chalets qui ont été en bois des Vosges, artisanalement avec des artisans locaux, qui ont un vrai savoir-faire le travail du bois, parce qu'on reste dans les Vosges, donc là il y a une connaissance intime de ce que c'est que peut être le travail du bois et de l'ébénisterie. Donc tout a été fait avec des matériaux locaux. Le concept n'est pas local, mais la réalisation entièrement locale. Et puis on a des espèces de sauna extérieur avec des bains, je crois que ça a un côté un peu tellurique, voilà, de bains nordiques exactement. Et là on est vraiment dans une bulle de bien-être. Et alors déconnexion totale. Et la vue est très belle, vue campagne, un petit vallon boisé. Donc là, si on veut une immersion et une déconnexion complète, c'est une très belle adresse. Ouais. Une adresse que j'aime beaucoup, qui se trouve dans le Gers, qui s'appelle la ferme de Flaran. Le Gers, j'aime beaucoup, et cette adresse-là, elle est sympa parce qu'elle est près de tout. C'est au sud d'Agen. Non, près de Auch, près de Auch, dans le Gers, plutôt Gers. Hein. Ouais, on est sous Agen. Oui, on est sous Agen, voilà. Et pour un petit peu situer pour ceux qui. Alors c'est un département très rural, le Gers, et cette adresse, c'est du rural dans le rural. Pour vous dire, là c'est la déconnexion complète. Ce qui est bien, c'est que c'est une adresse, c'est une ancienne ferme qui a été rénovée, une ancienne bâtisse, donc il y a le côté pierre qui reste là. Ça a été très magnifiquement rénové et on ressent cette ambiance de un peu paysanne. Il y a un restaurant aussi sur place et là on mange des très bonnes spécialités locales. Il y a l'Armagnac qui est pas loin, on peut faire aussi très bonnes dégustations et puis tout ce qui est confit, voilà, foie gras, tout ça, on est vraiment dans ce terroir là. Voilà. Et en Champagne, j'ai un coup de cœur aussi. Alors là, on change de région. Jamais trop d'adresses. J'en ai une très bonne. Ça s'appelle la Villa Elisabeth, qui se trouve dans le cœur du Haï. Voilà. Et c'est une adresse magnifique parce que vous êtes reçu par Madame Vollereau. Madame Vollereau, c'est un personnage parce que c'est une grande famille champenoise et Madame Vollereau, elle détient un peu tous les secrets de cette région. Secret de famille évidemment, et la maison elle est magnifique parce que sa chambre d'hôte c'est une maison de style, une maison de maître, voilà, un manoir en fait, c'est un manoir avec un style art nouveau qui se traduit notamment dans les vitres, donc on voit encore tout ce savoir-faire des artisans à l'époque, des artistes, et toutes les chambres, je crois qu'il y a 5 chambres, toutes les chambres sont différentes, ont chacune une très forte personnalité. Et puis Madame Vollereau, en plus, elle cuisine magnifiquement bien. Voilà. Donc elle a un vrai talent culinaire. Toute la cuisine est faite au Champagne. Ah. Voilà, donc tous les plats sont au Champagne. C'est pas simplement une cuisine de terroir, c'est une cuisine au Champagne. Et elle tient toutes les recettes de ses grands-parents. Il y a un parcours Lalique d'ailleurs, je crois, à faire à partir de Haï. Oui. Parce que il y a pas mal d'architecture justement. Mais tout à fait. Très intéressant. Ok, un secret bien gardé que tu veux bien partager avec nous. Je sais pas. Un site un petit peu caché, même si ce que tu nous as donné est assez pointu jusqu'à présent. Ouais, alors je dirais un site pointu, je dirais le lac de Betmal dans l'Ariège, dans le Couserans. Il y a de super balades à faire autour. Ouais. Et puis en plus,
dans cette vallée de Betmal, il y a, si mes souvenirs sont bons, on y fait de très très bonnes confitures à base de fruits locaux. D'accord. Et donc il y a de très belles adresses pour les gens qui aiment bien les produits du terroir. Donc vous pouvez conjuguer à la fois ce petit lac enchâssé dans la montagne, dans la vallée, petite balade autour de ce lac, et en même temps vous avez des produits locaux. Voilà. Et ça c'est un secret bien gardé parce que faut y aller déjà. Hein. C'est loin, c'est perdu, et il n'y a pas beaucoup d'hébergements dans la vallée. Voilà. Donc c'est un vrai secret. D'autres idées, parce que moi là vraiment j'apprends des choses. Alors d'autres idées, côté vosgien, le Val de Villers. Là c'est pareil, c'est une vallée. Les Vosges, il y a plein de vallées en fait. Du nord au sud, il y a les Vosges sont entaillées par des vallées. Alors certaines sont très connues. Le Val de Villers, il est pas connu, et en même temps, il y a des richesses pour ceux qui aiment les. Pareil, j'aime bien les fruits. En fait, c'est l'été, donc on va vouloir déguster des fruits. C'est une région qui est très riche en fruits et justement il y a beaucoup de distillateurs dans cette région-là. C'est une tradition de distillation. Donc on fait beaucoup d'eau de vie, de liqueurs à base de l'eau de vie de Quetch par exemple. Alors la Mirabelle, même si c'est lorrain, il y a plein de baies aussi, des eaux de vie à base de baies, de liqueurs à base de baies. Et dans le Val de Villers, voilà, la ville principale c'est Villers. Vous voyez, c'est pas très connu. Tout ça, pourtant c'est pas très loin de Célestat, donc on peut prendre comme point de départ Célestat et se perdre dans cette vallée de Villers. Et là, il est très sympa, et des petits gîtes pour 50-60 € la nuit. On est vraiment dans un autre univers. Je sais que tu aimes bien les Pyrénées-Orientales, je pense à la vallée du Tête, on recommanderait pas ça? Ouais, la vallée du Tête aussi pour cet été, c'est pas mal, spectaculaire. Il y a le Canigou en arrière-plan, mais qu'est-ce que c'est beau. Voilà, donc on peut aller on peut s'enfoncer dans cette vallée, et il y a même un train, on peut y aller en train aussi. Alors, quand même que dans la vallée du Tête, on retrouve ces fameuses, ces pitons. Alors, il y a ce qu'on appelle les orgues voilà. Alors, c'est des orgues du Tête, c'est très étonnant parce que. C'est un paysage unique. On peut comparer ça à ceux qui sont allés en Cappadoce, par exemple, aux cheminées de fées. Exactement. En fait, c'est l'érosion qui a sculpté ce paysage-là, et on a vraiment ça fait quand même plus de 30 mètres de haut. C'est des espèces de fusées, encore des ogives nucléaires en calcaire. Voilà. Il y a une petite balade d'une heure. Petite balade dans ce paysage-là, c'est très spectaculaire. C'est incroyable. C'est la nature qui s'est lâchée dans ce paysage-là, et tout ça avec en arrière-plan le fameux le Canigou, hein, à plus de 3000 mètres, cette espèce de dent pointue là, et partout où on tourne la tête, on a toujours ce Canigou. Donc moi j'aime beaucoup cette vallée parce qu'elle est spectaculaire, et aussi des villages perchés. Donc quand on remonte la vallée, il y a plein de villages perchés dans lesquels on a des vues extraordinaires en plus. D'ailleurs, très belle adresse à Molich-les-Bains. Molich. J'ajouterai sur le site. Okay. Voilà. Molich-les-Bains. Ouais. Le château de Riel. Ton moment préféré dans une journée de vacances? Moi, j'aime beaucoup le soir, quand j'ai fini ma journée de découverte et que je prépare la journée du lendemain, et à l'ancienne, c'est-à-dire avec une carte physique, c'est-à-dire les cartes IGN. J'aime bien regarder mon itinéraire, pas simplement sur un GPS. J'aime beaucoup les cartes. Ben oui, moi j'ai grandi avec les cartes. J'ai grandi avec les cartes, et pour moi, j'ai besoin d'étaler la carte Michelin ou la carte IGN. J'ai besoin de l'étaler, de regarder le paysage. Pour moi, une carte me parle. Sur Internet, ça me parle pas beaucoup. Un itinéraire GPS, alors c'est bien pour se déplacer, mais j'ai besoin de visualiser sur ces cartes Michelin à l'ancienne. Je me fais avec un petit stabilo. Je regarde les itinéraires touristiques aussi qui sont proposés. J'aime bien regarder les toutes petites routes qui vont nulle part, et ça sur une carte on le voit. Tous les soirs je regarde. Je dis tiens, pour aller là, et ça change tout le temps parce que justement j'aime, c'est un espèce de ping-pong entre tiens, pour aller là, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, et en fait j'ai envie de dévorer toute cette carte, et il y a un côté jouissif parce qu'on est complètement dans la projection du voyage, et de manière physique, tangible, avec cette carte-là. J'aime pas trop regarder sur un ordinateur, il y a une magie qui se perd en fait. As-tu des formations professionnelles d'ailleurs? Je me demandais. Ouais, alors c'est vrai que quand je fais beaucoup de guides, c'est vrai que bon, j'ai tendance, quand il y a une adresse qui est vraiment pas bien, je me dis j'espère qu'elle est pas dans un guide en fait. Voilà, donc des fois ça m'arrive de regarder si une adresse. Donc tu pioches dans le Lonely toute la. Je regarde, je regarde bien sûr les adresses des guides du Lonely Planet, bien entendu, mais j'évite quand même de repasser derrière le guide, soit que j'ai fait ou soit que d'autres ont fait, parce que mais quand même je regarde quand même, je regarde si le commentaire est à peu près adéquat, voilà, oui, il y a quand même une petite déformation professionnelle, ouais. Mais j'essaye de me mettre aussi sur pause par rapport à ça.
Bon, j'espère bien. Alors, je sais que tu es passionné de plongée. On n'en a pas discuté encore. Est-ce que tu as des spots justement en France pour les fans? Mais la France est un grand pays pour les plongeurs. Pas simplement parce qu'on a eu Cousteau, mais la France, on a des apnéistes, des plongeurs. On est vraiment un pays tourné aussi vers le maritime. On a beaucoup parlé terrestre, mais on est un pays aussi tourné vers le maritime. Et on a la chance d'avoir des sites exceptionnels. Alors, je vais prendre par exemple la rade de Marseille. D'accord. Qui est pour les plongeurs un paradis, il faut quand même le dire, avec des épaves. Alors c'est vrai que le seul problème de la rade de Marseille, c'est que les sites de plongée sont un peu profonds. Donc c'est quand même plutôt pour les plongeurs confirmés. D'accord. Il y a beaucoup d'épaves de la Seconde Guerre mondiale qui ont été coulées. Il y a des avions, des épaves d'avions et des épaves de bateaux. Il y a des épaves de bateaux. Certains font plus de 100 mètres de long. Enfin, c'est des monstres de métal qui reposent par 40-50 mètres au fond. Vous avez des Messerschmitt aussi autour des îles qui se trouvent au large de Marseille. Donc la rade de Marseille, c'est un espèce de cimetière d'épaves et qui attire les plongeurs du monde entier. Donc c'est vraiment une très très belle destination pour les plongeurs qui aiment les épaves. Voilà. Pour ceux qui voudraient de la plongée plus faune, ambiance, il faut aller du côté de Port-Cros, qui est un parc national marin créé en 1963. C'est un parc absolument dans le Var, c'est magique. Là, on a des ambiances spectaculaires parce que comme c'est protégé depuis très longtemps, la faune est dense. Il y a des dentis, il y a des liches, il y a des mérous, il y a des mostets, il y a des sards, des soupes, on a vraiment tout. On a très belles ambiances aussi d'architecture sous-marine avec des tombants, des hauts fonds. On a vraiment une mosaïque de paysages, de couleurs, d'ambiance. Et là, il y en a pour tous les niveaux. Même si on est débutant, on peut même faire un baptême dans ce parc. Mm-hmm. Et pour les confirmer, il y a aussi des épaves aussi quand même à Port-Cros. Donc on a la possibilité d'avoir des expériences, quel que soit. Si on est débutant, on peut faire un très beau baptême, et si on est confirmé, on peut faire des petits sites de plongée absolument exceptionnels, entourés d'une faune de dingue. Côté Atlantique, t'as des choses? Ouais, alors la Bretagne, c'est une très belle destination plongée. Alors l'eau est pas tout à fait la même température. On a à peu près 18-19 degrés. Mais il y a une épave que je rêve de faire, j'ai pas encore fait. C'est celle du fameux Amoco Cadiz. Ouais, c'est triste, c'est une histoire triste. Ça a marqué ma jeunesse, l'Amoco Cadiz, parce que c'est un tanker qui a coulé. Il y a une marée noire à l'époque et ça avait défrayé la chronique pendant des mois et des mois. Donc moi, ça m'avait beaucoup touché parce que c'était le premier choc qui a montré de la vulnérabilité de l'environnement. Et l'Amoco Cadiz aujourd'hui est un très grand site de plongée en Bretagne. Donc ça, c'est vraiment une épave que je voudrais faire. D'accord. On retrouve sur le site peut-être tes adresses de club. Oui. Club pour ceux qui oui, tout à fait. Rien à voir. Toi, tu me parles souvent de gastronomie. Je sais que tu es un grand gastronome. Un plat qui a le goût des vacances. Un plat... allez, je vais être chauvin. Oh, c'est les tartes à la Mirabelle faites par ma mère. C'est les meilleures du monde, évidemment. Oui. Et les Mirabelles du verger, qui n'ont jamais vu un pesticide, évidemment, par des arbres plantés depuis plusieurs générations par ma famille. Voilà, et que je vais cueillir à la main. Un souvenir de table, une rencontre qui t'a marqué? Un souvenir de table, moi je dirais, c'est un pique-nique que j'ai fait avec des amis polynésiens à qui je faisais découvrir la Bourgogne, parce qu'ils étaient amateurs de régions typées, avec art de vivre. Donc on avait fait toute la route des Grands Crus. Et je suis allé à Beaune, on s'est arrêté à Beaune, qui est évidemment une très belle ville, réputée pour le vin. On s'est arrêté une adresse assez connue qui s'appelle Chez S. C'est un traiteur, fromager, traiteur, etc. On a pris une bouteille de Côte de Beaune. Et puis on a acheté du fromage, un bon fromage local. Produits, des bons copains. Des bons produits, des bons copains. Et on est allé sur une table de pique-nique qui est sur les hauteurs des vignes. Donc on avait tout le vignoble des Grands Crus de Bourgogne, la plaine, Beaune en contrebas, et on était à lisière entre la forêt et les vignes. Donc les vignes, on était à quelques mètres, et on avait une vue spectaculaire à 180 degrés sur tout le vignoble, et on a débouché la bouteille. Et c'est marqué parce que c'était extraordinaire, et là mes amis ont adoré ce moment-là, parce que c'était un vrai moment de convivialité, de simplicité, et de connexion avec le sol, avec le terroir. Bien sûr. Voilà. Tes 5 points cardinaux, Jean-Bernard, le vestiaire idéal. Vestiaire idéal, je prends toujours une paire de baskets parce que ça permet de faire un petit peu de randonnée quand même. Et si je vais du côté, s'il y a une façade maritime quelque part, je prends quand même pas le masque et tuba. Ouais, j'aime bien avoir mon matériel, ça me permet de mettre un peu la tête sous l'eau. Et puis comme j'ai toujours beaucoup de matériel, un réflexe en vacances. Ouais, c'est un réflexe. Ouais. Il me faut pas le masque et tuba, il me les faut. Et puis j'aime beaucoup avoir aussi, comme je fais aussi beaucoup de photos, de vidéos, etc. J'aime bien avoir ma veste multipoche. Voilà, c'est un peu
un peu l'espèce de couteau suisse du vêtement quand on voyage. Ça me permet d'avoir tous mes carnets de notes, matériel photo. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, t'es photographe aussi. Oui, je suis photographe, voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu m'y travailles beaucoup en vacances, pareil. Oui, alors je m'y travaille beaucoup parce que j'ai envie de garder une trace, j'ai envie de partager aussi des belles images. Ça me fait des archives aussi, et c'est vrai que je regarde des photos que j'ai faites il y a 20 ans. Alors c'est vrai que le matériel a beaucoup évolué, mais ça procure quand même des joies extraordinaires de garder cet ancrage-là visuel. Et ça me permet aussi, moi qui suis au départ qui était un petit peu de l'écrit, ça me permet aussi de varier de croiser aussi les expériences, les exercices. Donc c'est très enrichissant finalement l'un avec l'autre. Meilleur compagnon de voyage? Ma fille évidemment, parce que là père et fille, ça marche toujours, hein, ça c'est exceptionnel, et j'aime bien aussi parce que ma fille a 25 ans, donc elle m'apporte aussi un regard d'une jeune femme de 25 ans. C'est pas toujours la même perception que moi. Elle peut avoir des réactions un peu différentes, que ce soit sur les gens qu'on croise, des ambiances qu'on découvre, les monuments. J'aime bien voir comment elle regarde les monuments. Elle regarde pas forcément de la même façon que moi. Donc elle regarde une jeune femme, et moi j'ai le regard d'un père qui a le double d'âge d'elle. Donc c'est intéressant ces regards croisés. Ouais. T'as réussi à lui transmettre le virus du voyage, tu penses? Alors elle est beaucoup plus casanière que moi. Disons que pour moi le voyage c'est pas une religion, hein. Donc elle adore voyager. En même temps, c'est pas non plus pour elle, c'est un plus. Elle préfère les vacances au voyage, voilà. Donc c'est plus sa façon d'être à elle. Les livres et la bande son que tu vas glisser dans ta valise. Ouais, je pense que Cécile Coulon. Cécile Coulon, ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup lire ce qu'elle dit sur sa région, qui est l'Auvergne. Elle en parle très bien, et je pense que je vais me plonger dans un de ses romans. Ouais, tout à fait. Clermontoise, voilà. Bon. Un spot qu'il te reste à découvrir en France. Si tant est qu'il te reste. Bizarrement, le Périgord, je connais très mal cette région. Je suis pas allé dans cette région-là, et j'ai envie d'y aller. Voilà. Donc c'est un grand classique, mais il a tellement été classique que du coup je me dis bon, voilà. Les paysages, la culture. Je vais y aller, donc je vais aller, c'est prévu. Ouais. Et puis l'histoire, et surtout la préhistoire. Je suis un peu fan de préhistoire. Il y a beaucoup de sites préhistoriques. Hors vacances. Hein. Hors vacances, voilà, c'est toujours pareil. Il faut aller hors saison. Je pense à Lascaux. Lascaux, la Roque d'Ajac, tout ça, les Hésies, j'ai vraiment envie de voir ces endroits-là, et de voir ces fameuses cavernes, ces grottes où vivaient nos ancêtres. Voilà, pareil, une reconnexion avec le passé aussi, de voir un petit peu d'où on vient, et c'est vraiment facile. Et en plus, je crois que c'est la capitale de la préhistoire en Europe, hein, cette région-là, donc ça gagne à être... Je connais plus le nombre de touristes qui viennent pour ça. C'est la capitale européenne de la préhistoire, donc voilà. Donc j'ai envie d'y aller parce que là je connais pas ce coin-là. Tes vacances ont-elles une odeur particulière? Moi j'aime bien l'odeur des sous-bois. J'aime bien les forêts parce que je viens de l'Est et il y a une très très belle forêt dans cette région Lorraine. Les Vosges, j'ai parlé des Vosges bien sûr, mais cette odeur-là, l'odeur de sapin en hiver, c'est une merveille, ouais. Donc ça me manque, ouais. Et j'en rêve la nuit. Merci Jean-Bernard pour cette carte postale française. Je rappelle que 1000 idées de vacances en France chez Lonely Planet et plein de suggestions d'escapades et d'aventures. On retrouve bien sûr toutes tes adresses et les sites spectaculaires sur le site bonnegueule.fr. Bonnes vacances! Merci Laurence. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous récompenser d'une étoile, c'est important. Et moi, je vous retrouve tous les jours sur l'Instagram des Congés Payés pour partager nos adresses en France, et la semaine prochaine sur toutes les plateformes avec un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous. Madame, monsieur, c'est l'été. Devinez quelle sera la couleur du ciel pour notre week-end. Le ciel a le sang chaud. Du nord-est à la Franche-Comté, au nord des Alpes, au Massif central et aux Pyrénées. De belles journées, enfin. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir.